Donc, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce webinaire du programme Achat circulaire et solidaire. Je suis Eva Secarelli, chargée de mission Achat circulaire et solidaire à la Métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, on a une session un peu spéciale puisque jusqu'ici, on travaillait sur des familles d'achats en deux volets avec les enjeux réglementaires et ensuite des retours d'expérience. Et aujourd'hui, on a décidé de traiter plus un concept qui se rattache à l'économie circulaire, à savoir l'économie de la fonctionnalité et l'économie de la coopération. Donc on a appelé ce webinaire Louer plutôt qu'acheter, puisque c'est ce qui vous intéresse, vous, a priori. Pour information, vos caméras et vos micros sont coupés, donc je vous invite à poser des questions dans le chat que je passerai à Hugo au moment voulu. On accueille d'ailleurs Hugo Konzelmann de l'Institut national de l'économie circulaire qui va animer ce webinaire. Donc on est ensemble pour 1 h 15 et voilà, c'est parti. Merci Eva. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Hugo Konzelmann, je suis responsable des affaires publiques juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire et je travaille à ce titre au programme achat circulaire et solidaire. Donc vous avez déjà, pour certains d'entre vous, participé à nos webinaires qui étaient thématiques. En effet, cette fois-ci, c'est un webinaire un peu plus spécifique puisque on se consacre à ce thème qui est l'économie de la fonctionnalité, qui est assez protéiforme, assez complexe à appréhender, qui est relativement embryonnaire en France, hein, on va pas se mentir, et qui est vraiment un changement de paradigme, hein, pour que ce soit dans la vie de tous les jours en tant que consommateur, mais aussi et forcément aussi en tant qu'acheteur acheteur public. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, nécessite de prendre un peu le temps. C'est pour ça qu'on a pris 1 h 15 et aussi pour répondre à vos questions. Mais on va surtout se consacrer, et je vais vous montrer le déroulé de la séance. Alors, la première partie sera un peu classique, hein, si vous la connaissez, donc avec la définition de ce que c'est, de ce dont on va parler, les enjeux qui sont autour, quels peuvent être les freins, etc. Donc on va essayer de décrypter un peu tout ce qui est en lien avec cette économie de la fonctionnalité. Et puis, on va vous présenter aussi quelques petits marchés exemplaires qui ont abouti et qui permettent de se projeter en tant qu'acheteur dans quelque chose de concret. Je vous présenterai aussi rapidement les guides qui nous ont aidés aussi à préparer ce webinaire et qui vous seront utiles à vous dans la préparation de vos marchés. Mais le gros morceau, si j'ose dire, ça va être la présentation de la méthodologie, parce que l'économie de la fonctionnalité, comme je vous l'ai dit, ça nécessite vraiment un changement de paradigme et ça nécessite forcément, c'est vrai, plus de temps. Alors, je sais que pas toujours évident, hein, à la fois déjà de changer la manière dont on passe les marchés, mais si en plus il faut passer du temps à sourcer, à accompagner, etc., c'est pas toujours facile. Et donc, c'est pour ça on va essayer de bien décortiquer cette méthodologie et de voir comment on peut se faciliter la vie au maximum pour pouvoir passer des marchés de plus en plus facilement et avoir un processus et une standardisation de plus en plus facile autour de ces questions d'économie de la fonctionnalité. Alors, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est comme ça que je vais en parler. C'est l'acronyme dont on parle. C'est l'un des grands piliers de l'économie circulaire dans la définition qu'on peut en faire, en tout cas dans la définition de cette nouvelle économie qui est préservatrice de la ressource. Donc, je vais vous présenter les deux notions sur lesquelles on va travailler et il est bien évidemment euh, important de bien distinguer. On va aller plus loin que ce titre qui est peut-être un petit peu réducteur, louer plutôt qu'acheter, même si c'est voilà, fondamentalement ça. Il ne s'agit pas uniquement que de location, même si c'est de la location améliorée. Il s'agit vraiment de fournir un service et un entretien, etc. Donc c'est une économie
l'usage. On appelle ça une économie de l'usage, hein. En gros, l'économie de la fonctionnalité, eh bien, elle remplace la notion de vente du bien par celle de l'usage du bien, ce qui permet en effet de moins utiliser de ressources, mais de conserver une forme de valeur ajoutée à travers la valorisation du bien qui reste en possession de l'entreprise, mais qui est utilisé par tous les utilisateurs qui payent un service à la fois pour l'usage de ce bien, mais aussi pour l'entretien, la réparation, et puis pour avoir un service de qualité à peu cher, si j'ose dire, sur le court terme, puisqu'on peut immédiatement verser un petit abonnement et avoir accès à un service qui va souvent être de qualité et immédiat. Donc, cette économie de la fonctionnalité, elle est très intéressante parce qu'elle permet de faire des grandes économies d'échelle sur l'utilisation de la ressource et sur les émissions de carbone qu'on va pouvoir éviter. Elle est liée, on la lit souvent, alors ça dépend un petit peu hein, des définitions, pour être très honnête, on la lit souvent à l'économie de la coopération. Pourquoi? Parce que c'est cette économie de la coopération qui, en fait, incite les acteurs d'un même territoire, les acteurs économiques principalement, mais pas que, d'un même territoire, à coopérer ensemble en mettant en commun leurs usages. Ça permet de créer une espèce de synergie d'échelle quand on recourt à l'économie de la fonctionnalité. Si on a besoin, tous ensemble, si on est plusieurs collectivités ou plusieurs entreprises dans le même territoire et qu'on se rend compte qu'on a un besoin en commun de mobilité, d'utiliser des téléphones, d'informatique, etc., et qu'on met en commun ces usages-là à travers une offre d'économie de la fonctionnalité, et ben là, tout de suite, non seulement on va mutualiser, mais en plus, on va utiliser cette méthode hein, qui est l'économie de la fonctionnalité, qui permet de se concentrer sur l'usage. Certaines personnes la rapprochent aussi de l'économie collaborative, où en fait l'économie collaborative sur Internet, c'est deux consommateurs qui se vendent un usage l'un à l'autre. Bon, c'est une vision un peu extensive et on ne va pas forcément s'y attarder. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, ça distingue vraiment de la location, l'économie de la fonctionnalité, par une logique d'utilisation sur le long terme. C'est souvent un contrat qui va être un peu de long terme avec le fournisseur, pour lui permettre aussi d'avoir un certain niveau de revenus garantis et d'avoir un modèle économique qui va être plus pérenne que sur une simple location où généralement les contrats sont de très court terme. Les prix sont aussi généralement plus élevés. Pour autant, là, on va traiter un peu tous les sujets ensemble par souci de temps. Alors, je vous ai mis un exemple pour vous illustrer un petit peu plus ce que peut être l'économie de la fonctionnalité. C'est le fameux vélo, avec notamment, on a vu hein, les Vélib, etc., qui correspondent bien à cette économie de l'usage et du partage. Vous voyez que bon, bah, sur un modèle linéaire classique, on a un besoin du consommateur qui va être bah, celui de se déplacer, de préférence donc en vélo. On a un consommateur qui va acheter ce vélo et qui va donc avoir la propriété exclusive de ce vélo, peu importe l'usage qu'il en fait. L'objectif, le modèle économique de l'entreprise dans ce cas-là, ça va être surtout de vendre le plus possible de vélos, puisqu'une fois qu'on en a vendu un, eh bien, tout simplement, il ne nous appartient plus et il fait sa vie. Donc, il va falloir renouveler régulièrement la flotte et donc acheter de nouveau du neuf. Alors, pas forcément, ça peut être aussi du réemploi, mais de toute manière, on va avoir beaucoup plus d'impact environnemental avec ce modèle-là linéaire typique. La différence avec l'économie de la fonctionnalité, vous voyez que c'est dès qu'on a identifié un usage, un consommateur sur son besoin d'utiliser un vélo, qui va recourir donc à la location économie de la fonctionnalité. Il va utiliser un vélo qui n'est pas le sien,
et qui est utilisé ou qui a été utilisé par un certain nombre de personnes et qui sera utilisé par un nombre de personnes important après. Donc, on va vraiment maximiser cet usage de cette ressource-là pour le même impact sur la ressource et sur le CO2, puisque il n'y aura eu qu'un seul vélo de fabriqué pour cet usage-là. Simplement, l'usage aura été beaucoup plus rationalisé. Là, le modèle économique de l'entreprise va être différent. C'est vraiment quelque chose qui est assez émergent. C'est une entreprise qui va devoir proposer un modèle qui se base, alors là, il y a réparation sur le schéma, mais qui se base globalement sur l'entretien des vélos. Et l'entreprise, dans ce cas-là, aura tout intérêt à ce que ces produits soient les plus solides possibles pour qu'ils aient une durée de vie, durée de vie la plus importante possible, que les vélos aussi soient les plus réemployables, les plus réparables, les mieux éco-conçus pour permettre de prolonger cette durée de vie. Donc, vous voyez qu'en plus de tout, l'entreprise aura tout intérêt à se fournir en vélos qui sont les plus vertueux déjà de base. Voilà sur cette partie, sur cet exemple du vélo, pour bien que vous compreniez les deux logiques, je vous ai mis ce petit schéma. En gros, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, elle repose sur deux logiques. Une logique qui est servicielle et une logique qui est celle du cycle de vie. C'est les deux piliers sur lesquels l'entreprise va pouvoir faire du bénéfice, va pouvoir trouver un modèle économique, à la fois en offrant un service de qualité avec une espèce de performance d'usage, comme le dit le schéma. On va contractualiser un résultat, on va dire voilà, je vais vous fournir ce niveau de service-là et vous allez me payer un abonnement pour ça et ça va répondre à votre usage. Alors ça peut se faire sur plein de choses et pas forcément qu'en B2C, mais aussi en B2B auprès d'entreprises. Et la logique cycle de vie, bien évidemment, il va falloir pour l'entreprise, comme je vous l'ai dit, que dans la vente de l'usage de ce bien, le bien soit le plus rentabilisé possible, que son utilisation soit la plus maximisée possible. Et donc, ça va pousser l'entreprise finalement à maximiser l'utilisation de la ressource et donc à rentrer dans cette logique d'économie circulaire, d'économie qui économise le plus possible la ressource qui est déjà extraite et qui ne cherche pas à simplement se débarrasser de ses stocks, mais bien à les préserver et à les rationaliser. Donc, ces services-là sont assez complémentaires et ils forment la base de la logique de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et on voit très vite à quel point ça permet de développer la coopération entre tout un tas d'acteurs d'un territoire qui se découvrent des usages en commun et qui vont peut-être finalement réussir à trouver des synergies pour coopérer ensemble et trouver des modes d'organisation qui vont leur permettre de rentabiliser aussi le recours à cette économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vous ai mis quelques exemples un petit peu célèbres. Qui sont assez relativement différents, mais qui illustrent bien ce que peut être l'économie de la fonctionnalité. On voit que là, c'est des acteurs qui n'ont pas qu'une offre exclusive d'économie de la fonctionnalité. C'est un business model qui est assez compliqué encore aujourd'hui à mettre en œuvre. C'est pour ça aussi que les achats publics doivent venir en aide à ces acteurs-là. Michelin n'a pas qu'un seul business model d'économie de la fonctionnalité, mais une partie de son business model se repose sur cette économie, ce type d'économie-là. En gros, Michelin fait une offre où le client paye les kilomètres qu'il va parcourir. Donc, voilà, il va payer le résultat qu'il veut avoir pour 1000 kilomètres et pas le nombre de pneus pour les 1000 kilomètres qu'il va parcourir. Et donc, là, on voit bien l'intérêt que va avoir le client, c'est qu'il s'assure d'un résultat et de l'entretien et de la garantie de ce que ce résultat va être atteint. Et puis, on voit aussi l'intérêt pour l'entreprise, c'est que elle va pouvoir entretenir le mieux possible, elle va devoir entretenir le mieux possible les pneus pour qu'ils puissent être les plus rentables possibles, si j'ose dire,
et que ça lui coûte le moins possible. Donc, il va y avoir forcément une logique d'éco-conception, une logique de réemploi, de réutilisation, de rechapement, etc. de ces pneus, ce qui va permettre ce résultat-là. Alors, vous avez Decathlon qui a lancé, ça a fait un petit peu d'écho. Ça a eu un petit peu d'écho. Decathlon a lancé l'année dernière une offre alors pas dans tous les magasins, hein, c'est dans certains magasins, une offre test où elle propose un abonnement à ses clients pour qu'ils puissent louer une certaine valeur de produits de sport, peu importe le type de produit de sport d'ailleurs, hein. Mais ça leur permettra ça permet de prendre le matériel dont on a besoin sur l'instant. Quand on va aller au ski, je vais louer les skis chez Decathlon. Quand ça va être l'été, je vais louer les paddles, les raquettes, etc. On peut varier, donc c'est vraiment très intéressant. Et cette logique, c'est, voilà, je suis un client, je m'abonne pour un certain montant, et ce montant-là me donne droit à une valeur maximale autorisée. Alors, parfois, je crois que c'est 20 euros pour 400 euros de matériel, ça va être 30 pour 600 euros et puis un peu plus, voilà. Et ça va nous permettre d'avoir cette logique de location. Et puis les matériaux ils reviennent chez Decathlon, et Decathlon a tout intérêt à les entretenir au mieux, à faire en sorte qu'ils soient déjà le plus durable possible. Voilà un peu cette logique d'économie de la fonctionnalité qui préside dans cette offre de Decathlon, et elle est loin d'être inintéressante. Et puis vous avez l'exemple du Vélib. Bon, là, je ne vais pas forcément y revenir parce que je vous ai déjà pas mal parlé de vélo, mais les offres de vélo en libre service reposent sur une logique d'économie de la fonctionnalité. On va payer un abonnement pour avoir l'usage de quelque chose. Là, en l'occurrence, on a un besoin qui est la mobilité et on a un usage qui est celui du vélo. Alors, pour les acheteurs publics, mais aussi bon, pour les consommateurs de manière générale, quel va être le bénéfice de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération? Si on fait le bilan, on va pouvoir réduire l'empreinte ressource et l'empreinte carbone de notre marché, puisqu'on va mettre en adéquation l'usage d'un produit et le besoin réel qu'on en a, hein. Si je prends des exemples de certaines collectivités qui ont des machines, par exemple des déneigeuses, etc., qui ne servent que 2 mois dans l'année, on voit que parfois il y a des problèmes d'adéquation entre l'usage et le besoin réel d'un produit, et on peut vite commencer à réfléchir à des offres qui vont être beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup moins sur une logique classique et linéaire. Justement, toujours dans cette logique-là, on va pouvoir faire des économies sur l'entretien, sur le stockage ou sur la performance de certains produits. Justement, je reprends l'exemple des déneigeuses puisque je l'ai cité. C'est souvent des grosses machines qu'il faut entretenir tout au long de l'année, qu'il faut stocker tout au long de l'année. Ça nécessite du foncier, ça nécessite des coûts d'entretien, etc. Et ça peut avoir un coût pour les collectivités. Et là, les offres de location et d'économie de la fonctionnalité, souvent, c'est même la logique, hein, cette économie de la fonctionnalité, c'est d'intégrer ces coûts-là d'entretien, de stockage, etc., dans dans leurs offres. Donc voilà, et puis il y a une question aussi de performance de certains matériaux. Quand on va acheter un produit, parfois on va l'acheter moins cher et il va être moins performant. Et l'économie de la fonctionnalité, généralement, nous permet d'avoir accès à des matériaux qui sont généralement plus haut de gamme, qui ont une meilleure performance, que ce soit énergétique ou autre, et qui permet quand même de accéder à ce service-là plus que un produit qu'on aura acheté tout simplement. Et puis, vous avez cette logique de service immédiat, comme je disais, pour un versement qui va être plus lissé dans le temps, hein. Alors, ça ne va pas être moins cher sur le long terme. Alors, ça peut être moins cher, notamment sur certains coûts d'entretien, comme je disais, ou de performance, mais globalement, vous avez un service immédiat pour un versement qui est beaucoup plus lissé dans le temps. Et ça, cette économie de la fonctionnalité, elle permet ça. C'est-à-dire que c'est un abonnement
vous payez une petite somme par mois et vous avez accès immédiatement à un service qui va être efficace et à un versement qui sera, grâce à un versement qui sera lissé dans le temps. Voilà un petit peu pour ce bénéfice que peut avoir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans nos besoins et nos usages. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué un petit peu comme frein dans le déploiement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans les marchés publics? Alors, bien évidemment, et ça, c'est pas que ça ne s'adresse pas qu'aux acheteurs publics, mais globalement, le consommateur, l'acheteur, a une méconnaissance de ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et surtout des dispositifs qui sont disponibles dans la commande publique pour pouvoir recourir plus facilement à cette logique-là d'économie de la fonctionnalité qui n'est pas forcément évidente dans tous les types de marchés qu'on va passer. Donc, c'est un concept qui est neuf, qui est peu répandu. Et là encore, il faut travailler là-dessus, à cette sensibilisation. Bien évidemment, il y a la question du contentieux, l'économie circulaire de manière générale. Alors là, pour le coup, c'est pas que de l'économie de la fonctionnalité, suscite généralement des craintes, des inquiétudes, surtout sur la qualité des matériaux utilisés. On va pas forcément avoir la main de A à Z dessus. Et puis aussi sur la question des règles de passation de marché qui sont pas toujours, j'y reviendrai plus tard, les mêmes sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, il y aura forcément cette question du temps et des moyens nécessaires à y consacrer. Si vous allez passer un marché qui sera basé sur ce type d'économie-là, il va falloir passer plus de temps et intégrer beaucoup plus de gens dans la boucle et au moins au début parce que il va falloir assurer beaucoup plus un suivi de ce marché et donc voilà, passer plus de temps et du coup consacrer plus de moyens humains principalement à ces marchés-là. Bien évidemment, il y a la question de la capacité à charger de pratique qui est quand même lié un peu à ce que je vous ai dit plus haut. Et puis, vous avez, mine de rien, un cadre fiscal et juridique qui n'aide pas forcément, puisque les collectivités sont souvent remboursées de leurs dépenses d'investissement, hein, donc de leurs achats via, enfin remboursées, la TVA en tout cas est remboursée via le fonds de compensation de la TVA. Donc, ça donne quand même un avantage compétitif aux dépenses d'investissement par rapport aux dépenses de fonctionnement. Et la logique veut que ce soit un bon denier public, le denier qui va dans la dépense d'investissement et le denier qui va dans la dépense de fonctionnement, c'est un mauvais denier utilisé. Donc, cette logique-là, elle préside un petit peu, malheureusement, au fait qu'il y a un peu d'économie de la fonctionnalité qui se déploie, puisque cette économie de la fonctionnalité rentre généralement dans les dépenses de fonctionnement. Et là, c'est mine de rien un vrai sujet hein, sur lequel l'INEX se bat et travaille auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte de pouvoir éviter cette distorsion de concurrence entre quelque chose qui peut être vertueux et quelque chose qui ne l'est pas. Voilà, c'est un effet de bord qui n'est pas forcément encore tout à fait euh, compris et intégré. Alors, je vais peut-être vous présenter principalement un marché qui a bien fonctionné et qui est sans doute peut-être d'ailleurs est connu hein, chez vous, qui est un marché d'économie de la fonctionnalité pure et qui a été passé à Grenoble. C'est le marché d'éclairage de la Halle des Sports de Grenoble, alors qui avait besoin hein, d'un certain, un petit coup de neuf, puisque ça datait des Jeux Olympiques. Et donc la mairie a décidé de passer à un marché global de performance pour ce marché d'éclairage, dans lequel en fait elle veut que le prestataire s'engage à
pas seulement fournir le produit, mais s'engage aussi à un certain niveau de performance, notamment dans la réponse aux besoins sportifs. Et ce, en fonction des différents usages. Vous n'allez pas avoir besoin du même niveau d'éclairage entre un volleyeur, un pongiste ou un handballeur. Et ça, c'est mine de rien quelque chose qui est bien adapté, cette problématique, au recours à l'économie de la fonctionnalité. Et donc, vous avez ce service des marchés de Grenoble qui a souhaité recourir à ce marché-là et qui rentre complètement dans cette logique d'économie de la fonctionnalité. Alors, il a fallu pour ça quand même intégrer beaucoup de services dès le début pour le suivi de ce marché, pour le monter, le réfléchir, le monter et puis le suivre. Vous avez le service juridique, bien évidemment, et puis le service énergie et le service des sports, ce qui permet quand même, et ça c'est un préalable sur un marché de l'économie de la fonctionnalité, d'avoir une bonne qualification des besoins techniques pour la partie énergie et puis ceux des usagers pour la partie sport. Alors, ce marché, en fait, il concerne vraiment une solution qui va être clé en main. Donc, le prestataire, il s'engage, comme je voulais dire, à fournir un certain niveau de performance énergétique correspondant aux besoins de la pratique sportive. Et il s'engage aussi voilà, de l'installation de l'éclairage au maintien des conditions opérationnelles à également des conditions de consommation énergétique qui vont être optimisées, notamment avec le recours à ce qu'on appelle la maintenance préventive ou corrective, en gros, voilà, à l'entretien et à la maintenance de ces éclairages-là. Et en fait, on se rend compte quand même assez rapidement dans les quelques marchés, mais même au-delà des marchés, hein, que l'économie de la fonctionnalité, elle permet de faire des économies assez importantes. Et là, en l'occurrence, la collectivité a calculé, alors le marché a été passé en 2019, je ne vous l'ai pas dit, relativement récent, mais on peut avoir déjà un bon retour dessus. Le marché a permis d'économiser entre 36% et 43% de consommation d'électricité, ce qui n'est pas négligeable et je crois que ça correspond à 12 000 euros à peu près de dépenses en moins voilà, dans la poche de la collectivité. Donc c'est plutôt intéressant. Et, euh, c'est le marché un peu étendard, hein, c'est pour ça que je vous le présente. Il est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, encore des marchés d'économie de la fonctionnalité, mais vous voyez que très concrètement, c'est quelque chose qui est faisable et là, qui répond vraiment bien aux besoins qu'il y avait. Et c'est quelque chose d'important, faire correspondre le besoin au recours potentiel à l'économie de la fonctionnalité. Des fois, ça ne marche pas partout. Hein. C'est pas, faut pas en mettre partout. Mais là, ça correspondait bien à ce qu'avait envie de faire la collectivité. Alors, très rapidement, et puis après, peut-être que je prendrai quelques questions. Il y a d'autres marchés. Je ne vous les ai pas détaillés autant, tout simplement parce que, en fait, la plupart n'ont pas été passés encore enfin, comment, à l'heure où les sources que j'ai consultées écrivaient, les marchés n'avaient pas encore été passés, donc je pouvais un peu moins vous les détailler, mais vous avez trois marchés un peu différents. Alors, l'agglomération de Valence-Roman, un marché de 180 000 euros, qui, elle, voulait développer le circuit court et en rédigeant un marché qui, en matière alimentaire, décrivait vraiment les besoins et les objectifs de la collectivité. Donc, on veut que ce soit du circuit court, du bio, dans un rayon de 30 km autour de l'agglomération, plutôt que d'aller immédiatement sur des spécifications techniques ou sur les denrées alimentaires. Ça, c'est intéressant aussi. Ça peut se faire dans l'alimentation. C'est pas forcément quelque chose auquel on réfléchit immédiatement. Mais il y a vraiment quelque chose qui est pensé derrière. Ensuite, vous avez un marché de téléphonie mobile
passer par la métropole de Lyon, qui est aux alentours de 280 000 euros. Et là, dans une logique un peu plus classique, il s'agit de renouveler la flotte des téléphones professionnels des agents, d'une partie des agents, avec un service d'entretien qui est intégré. Vous savez, des boîtes, des entreprises qui quand même commencent à développer largement ces business models-là. Elles sont, certaines sont assez émergentes, d'autres s'appuient quand même sur un réseau assez développé. Donc, ça existe et c'est très développé dans la téléphonie mobile et dans l'informatique. Je pourrais peut-être vous en donner quelques exemples s'il y a des questions après. Mais voilà, un marché de téléphonie mobile avec un service d'entretien et de renouvellement de cette flotte de téléphones. Et puis, vous avez sur un marché de fourniture de gants de travail, toujours de la métropole de Lyon, qui est assez en avance là-dessus, autour de 300 000 euros, et qui a voulu passer par l'économie de la fonctionnalité pour fournir un service de meilleure qualité sur la qualité des gants notamment, et pour permettre à ces gants-là d'être entretenus, réparés, durables, etc. Donc toujours dans cette logique. Et là, c'est à travers ce marché de l'économie de la fonctionnalité qu'elle peut fournir des gants de travail de meilleure qualité aux agents qui en ont besoin. Voilà, ça fait déjà une petite demi-heure que je parle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être que je peux prendre déjà avant d'évoquer à la fois le guide et puis la méthode, parce que c'est encore un petit peu long. Merci beaucoup, Hugo. On a quelques questions et surtout des approbations dans le chat, notamment sur la difficulté à faire passer la dépense en budget d'investissement, Ouais. de fonctionnement plutôt que Mhm. d'investissement. Donc, effectivement, ça semble être un des freins principaux. On avait une question en revanche sur, voilà, est-ce que tu as en tête des exemples en B2B, éventuellement dans le monde du BTP? Euh, Alors, en B2P, j'en ai pas dans le monde du BTP. J'ai certains exemples qui me viennent, notamment dans un exemple assez spécifique de Syrie, où en fait un fournisseur la Forésienne, c'est ça, la Forésienne, qui fournit en fait un service d'économie de la fonctionnalité à toutes les scieries qui se fournissent en scie dans cette entreprise-là, et qui leur fournit en fait tout l'entretien, c'est-à-dire de la mise en place de la scierie, de la scie, pardon, dans la scierie, jusqu'à l'entretien et à la démonte de la scie. Et c'est une logique extrêmement circulaire et vertueuse, puisque ça leur permet de travailler sur le modèle de scie, un modèle de scie beaucoup plus résistante, et ça leur permet aussi de présenter une espèce d'allègement de charge mentale aux clients, puisque d'habitude, les clients, eux, sont en charge de mettre en place, entretenir, etc. Et là, c'est un gain de temps assez énorme, et c'est un confort d'esprit pour les entreprises. Pardon, la première question, c'était sur la difficulté euh, de faire passer en dépenses de fonctionnement, c'est ça? C'était une De faire passer. approbation, effectivement. Ouais, Ah, il y a eu des commentaires qui soutenaient ce que tu disais. ouais, ouais. En fait, là-dessus, il y a vraiment. On se rend compte sur les marchés qu'on regarde c'est vraiment une question de volonté politique, quoi. Voilà, il y a la doxa budgétaire qui est difficile à outrepasser. On sait que les collectivités, on leur demande de faire mieux avec moins depuis un certain nombre d'années. Et il y a cette vision des choses qui est que la bonne dépense, c'est la dépense d'investissement. Alors, nous, on a essayé de faire des propositions pour faire en sorte que on puisse intégrer au moins une partie de ce qui peut être considéré comme de l'économie circulaire, économie de la fonctionnalité, dans les dépenses d'investissement, parce que mine de rien, c'est un vrai investissement pour la planète, pour la ressource, etc.
Ce qui pêche un petit peu, c'est, je dirais, la tuyauterie budgétaire, c'est-à-dire que c'est un peu complexe à intégrer pour l'État en tout cas, hein, ce dispositif-là. En revanche, voilà, on sait que si les élus font preuve d'une certaine volonté d'aller loin sur ce sujet-là, ben, c'est pas une difficulté qui est complètement insurmontable, même si c'est une difficulté. Ouais. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions du coup? Non, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver Ok. progressivement. On Bon, te ben, laisse dérouler parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir et que le temps file, le temps file. Alors, très rapidement, parce que bah, vous pourrez toujours avoir le temps de les consulter, on a un certain nombre de guides, alors c'est surtout l'ADEME hein, qui est euh, à la pointe hein, sur ces questions-là, et c'est bien normal. On a trois guides qui sont assez récents, et ça c'est bien, qui présentent à la fois ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et quelles peuvent être les expériences d'entreprise, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont eu recours à cette économie-là, plus que des collectivités, et qui font leur retour d'expérience hein, avec les bons et les mauvais côtés. Et puis vous avez l'ADEME qui, là, pour le coup, a fait quelque chose qui devrait vraiment vous intéresser. Alors, c'est un peu, comment dire, un peu rêche comme document, c'est pas forcément facile à lire, hein, c'est 90 pages, mais c'est assez intéressant si on veut s'y coller hein, à la question de l'économie de la fonctionnalité dans la commande publique. Voilà, l'ADEME a fait un certain nombre de recommandations, d'analyses et un guide méthodologique sur ce type de méthodologie. Voilà. Pour ce qui est de la méthodologie, justement, je vous propose de vous présenter les bonnes pratiques qui vont vous permettre d'entamer, en tout cas, d'avoir un espèce de fil conducteur dans votre marché. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est surtout beaucoup de temps à prendre, de concertation, de moyens à mettre en œuvre, mais il y a un certain nombre quand même de réflexes à avoir issus des retours d'expérience de certaines collectivités, notamment celle de Grenoble, pour bien se familiariser avec ce type de projet. Donc, ça va être en 9 étapes. Donc, la première étape, c'est celle, bien évidemment, et je vous en ai parlé un petit peu, de s'assurer du portage, du bon portage des projets, tout simplement parce que un marché d'économie de la fonctionnalité, il va largement remettre en question l'organisation habituelle de l'économie, de l'équipe, pardon, qui est en charge des marchés publics. Euh, qui est souvent basé sur un modèle d'économie linéaire et qui nécessite pas forcément toujours le même niveau de suivi et bien évidemment le même niveau de mobilisation des autres services. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'en troisième phase, je vous mets qu'il faut vraiment co-construire le marché avec les autres services. C'est ce qu'a fait Grenoble, mais il faut bien réussir à définir le besoin et souvent, c'est les autres services qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Et puis, bien évidemment, il faut du soutien politique et hiérarchique, c'est-à-dire que pour développer ce type de marché-là, il faut forcément un niveau de volonté politique un peu plus élevé, un peu plus élaboré que pour un marché classique où on a toujours fait comme ça. Et là, il y a vraiment les acheteurs peuvent pas y aller tout seuls, quoi. Donc, il faut vraiment s'assurer du soutien des élus et de l'administration sur ce type de projet-là. Alors, une fois qu'on s'est assuré, je veux dire, on a assuré ses appuis pour lancer ce marché, ben, bien évidemment, il faut sensibiliser à l'économie de la fonctionnalité, à la fois sensibiliser tous les agents, bien évidemment les acheteurs, mais aussi les autres agents. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous aider à bien définir le besoin. L'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment définir un besoin, mais le définir et définir un recours qui va te permettre de satisfaire ce besoin qui sera différent. Et donc, pour définir ce besoin, on va forcément avoir besoin de sensibiliser les agents
concept d'économie de la fonctionnalité pour voir quel type de marché va être le plus efficace au bon endroit. Et ça nécessite de faire des sessions de sensibilisation, etc. Tout simplement. Voilà. Et bien évidemment, répondre aux interrogations qui se posent. Donc, on a déjà un petit peu parlé, mais il est important d'avoir des réponses claires et précises si on se lance là-dedans à toutes ces questions-là, parce qu'on sait très bien que sinon, ça peut souvent se finir, voilà, s'arrêter un peu en race campagne, ces marchés-là. Si on n'a pas des réponses claires et un cadre clair sur le respect des règles de la commande publique avec, avec certaines difficultés qui peuvent se poser, mais j'y viendrai après. La question du budget de fonctionnement et du fait que on va passer d'un budget d'investissement à une dépense de fonctionnement. Et puis, bien évidemment, sur le fait que une fois que les gens s'intéressent un peu à ça, ils voient aussi le caractère très chronophage de la démarche. Ils vont dire, bon, en fait, ça va peut-être être trop pour nous, trop complexe. Et là aussi, il faut avoir bien pris le temps de définir un cadre. Et là-dessus, vous avez quand même un certain nombre d'aides, notamment de l'ADEME, qui met en place des programmes d'aide aux collectivités qui en feraient la demande. Alors, je n'ai pas le détail précis et j'en suis désolé, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner. Et qui aident quand même, notamment sur la mise en place, sur trouver le bon procédé pour que ça nous prenne le moins de temps, le moins de temps possible. Voilà, il faut donc bien sensibiliser à cette question de l'économie de la fonctionnalité. Et une fois qu'on a sensibilisé, eh bien, on va réfléchir à quel marché on va sélectionner. Alors, déjà, généralement, il faut quand même. Est-ce que vous m'entendez toujours parce que Oui, je sais on pas si. t'entend. On t'entend toujours. Ok, super. Oui, donc il faut que le marché s'inscrive généralement dans une stratégie plus globale, c'est-à-dire que un marché d'économie de la fonctionnalité qui va être passé comme ça de manière un peu isolée, sans vision plus large de la collectivité, il va pas être forcément un outil efficace au service d'une stratégie plus large d'achat durable et d'achat circulaire. Ça sera bien, mais souvent, il sera pas forcément euh, passé au bon endroit, pas forcément réfléchi plus très en amont. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie assez large et globale avec des objectifs, des marchés qui sont cibles et qui ont été bien identifiés et validés en amont, notamment avec les documents cadres que vous pouvez avoir dans vos différentes collectivités et qui vous permettent de dire, voilà, cette année, on va vraiment essayer de se concentrer sur ces trois aspects-là parce que dans une logique d'achat durable et circulaire, c'est sur ces trois aspects-là qu'il faut qu'on aura le plus d'impact et sur ces trois aspects-là qu'on peut le plus facilement mettre en œuvre, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir au-delà du marché en lui-même. Et puis, comme je vous le disais, réfléchir aussi aux besoins et au fait que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération va venir répondre à ce besoin. Est-ce que ça va être pertinent? Ça n'est pas toujours le cas, mais quel enjeu je vais avoir sur ces matières, en matière de performance ou de consommation de ressources et où est-ce que je vais pouvoir être le plus efficace possible avec un marché d'économie de la fonctionnalité. Et c'est pas toujours pas toujours une réponse qui est évidente, donc c'est pour ça que ça nécessite un petit peu de réflexion. Voilà là-dessus le marché, le marché qu'on peut sélectionner. Une fois qu'on a sélectionné les marchés, qu'on a bien identifié où est-ce qu'on va pouvoir se travailler avec l'économie de la fonctionnalité, il faut, en général, c'est un retour qu'on a eu de la plupart des marchés qu'on a regardé. Il faut un groupe de travail en fait avec toutes les parties prenantes au marché. Par exemple, si je reprends l'exemple de Grenoble, le groupe de travail qui a été monté,
et autant avec les services qu'avec les usagers, voire même avec éventuellement certaines entreprises pour bien voir quels sont les bons interlocuteurs et permettre d'avoir une analyse qui va être quand même assez fine des besoins et des attentes de chacun. Ce qui peut être aussi un peu complexe dans l'économie de la fonctionnalité, c'est de bien identifier les conditions d'engagement de chacun, parce que tous les services, toutes les parties prenantes ne fonctionnent pas forcément de la même manière et même ont parfois des intérêts qui vont être un peu divergents. Et donc, il va falloir vraiment réfléchir et cadrer les conditions d'engagement de chacun dans le marché, qui doit faire quoi et qui doit répondre à quoi. Parce qu'on est là, encore une fois, en terre inconnue un peu, hein, pour la plupart du temps. Et puis, là, c'est de l'animation assez classique, mais à la fois sur la conception du marché, mais aussi sur sa réalisation. Alors, ça ne sera pas forcément la même intensité de réunion ou d'animation, mais il va falloir animer ce collectif de travail pour permettre de bien jauger où est-ce que ça marche et où est-ce qu'il faut des petites modifications. Voilà, c'est aussi un indispensable qui est à noter. Ensuite, bien évidemment, il faut essayer de réaliser une analyse qui va être fonctionnelle, c'est-à-dire qui va correspondre à la vision qu'on va avoir de l'économie de la fonctionnalité. Il faut penser à ce marché, il faut penser nos besoins en termes d'analyse beaucoup plus fonctionnelle. Et il faut traduire ces besoins en termes d'usage. Je m'explique et j'ai mis quelques exemples. Vous allez avoir besoin d'un éclairage et vous n'allez pas avoir besoin de lampe. Vous allez demander dans le marché un niveau d'éclairage optimum, mais pas spécifiquement des lampes précises. Vous avez un besoin fonctionnel qui est celui de mobilité. Vous avez besoin de faire de vous déplacer quelque part. Vous allez demander un niveau plus ou moins important de mobilité. Vous allez demander un service de mobilité de qualité plutôt que demander une voiture. Pareil pour les questions, par exemple, énergétiques et avec le confort thermique. Vous allez demander un niveau de confort thermique et non pas une chaudière spécifique. Vous voyez, on va penser le marché beaucoup plus en termes de besoins et en termes d'usage plutôt qu'en termes de moyens techniques. Et c'est là où ça peut être un petit peu déroutant au début et souvent ça nécessite d'ailleurs de sensibiliser les agents à cette nouvelle manière de fonctionner, l'analyse fonctionnelle. Et puis, vous allez donc avoir trois attentes à combler pour que l'analyse fonctionnelle soit la plus pertinente. Vous allez à la fois avoir la question de la réponse aux besoins, c'est-à-dire est-ce que l'économie de la fonctionnalité vient répondre à mon besoin, est-ce que le fonctionnement de la prestation, son fonctionnement concret opérationnel sera efficace et permettra à ce marché de se réaliser dans des bonnes conditions de fonctionnement. Et puis, bien évidemment, il faut quand même penser les effets de cette prestation en matière économique, en matière financière, et puis en matière écologique. Voilà, l'analyse fonctionnelle, elle va devoir répondre à ces trois attentes-là toujours une fois, en termes d'usage. Voilà, sur la partie analyse fonctionnelle. Bien évidemment, et là, c'est un sujet qui dépasse un petit peu la question de l'économie de la fonctionnalité et qui concerne de manière générale l'économie circulaire, la question du sourcing. Vous allez toujours avoir ce questionnement autour de l'existence d'un marché, l'existence d'opérateurs qui sont en capacité de répondre à cette offre. C'est bien de vouloir innover, mais est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe autour de moi? Est-ce que je ne vais pas avoir
l'appel d'offres qui sera infructueux. Et ça, il n'y a pas de baguette magique. Le sourcing, c'est vraiment la clé en économie circulaire, en marché circulaire et en économie de la fonctionnalité encore plus parce que là, on change complètement de paradigme. Et donc, il va falloir vraiment anticiper bien en amont le temps qui va être nécessaire au sourcing. Vous avez tout un tas de choix tout à fait de forme que peut prendre votre sourcing, mais ça va nécessiter des moyens. Que ce soit la veille, que ce soit le benchmark, que vous participiez des programmes comme le programme achat, que vous répertoriez sur des plateformes en ligne des solutions, etc. Ça nécessite du temps. Ça nécessite du temps, et c'est souvent une partie qui est un peu négligée pour trouver le bon opérateur et trouver surtout le marché qui va être porteur. Donc, une fois que vous avez fait ce temps, vous avez pris ce temps pour sourcer, vous allez parfois pouvoir aussi rencontrer des opérateurs qui peuvent potentiellement répondre à votre marché. Bien évidemment, toujours dans le respect des règles du principe de concurrence, mais vous avez parfois des opérateurs qui ne proposent pas des offres spontanément d'économie de la fonctionnalité, mais qui, s'ils voient qu'il y a un marché, peuvent spontanément si on les force un petit peu, si on leur dit que voilà, il y a un marché intéressant, ils peuvent aller se faire vers ce type d'offre économique-là. Et donc, c'est aussi le rôle de l'acheteur public. Alors là, c'est voilà, un rôle un peu extensif, mais d'aller voir ces entreprises-là pour leur dire, voilà, il y a il y a des potentiels marchés qui sont intéressants pour vous. Est-ce que vous avez des choses éventuellement à nous offrir pour que ce marché-là puisse être passé? Donc, en gros, c'est vraiment susciter à la fois regarder si l'offre existe et puis susciter l'offre aussi, hein, il y a, on sent qu'il y a des entreprises qui peuvent y répondre. Bien évidemment, tout ça, encore une fois, se fait dans le respect du principe de la concurrence. Et quand on va faire les documents de consultation, on ne va pas forcément les faire en fonction de la proposition d'un seul opérateur. Et puis, une fois que la procédure est lancée, il faut veiller, mais ça, je vous ne l'apprends pas, à maintenir le contact. Voilà. Voilà. Donc, le sourcing, c'est aller voir si l'offre existe et peut-être aussi voir si on ne peut pas la susciter. Une fois qu'on a fait ce sourcing, on va essayer d'intégrer voilà, les grands principes de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération dans notre marché avec un cahier des charges. Et c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, un cahier des charges qui va être beaucoup plus fonctionnel que technique. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont sans doute déjà réalisé ce type de cahier des charges avec, voilà, c'est un type de cahier qui est autorisé par le Code de la commande publique et ça permet de penser les besoins en matière fonctionnelle et beaucoup moins en termes techniques. Vous allez aussi pouvoir rédiger une convention de coopération. C'est un outil qui va vous permettre voilà, voir un peu ce que chaque partie prenante est en capacité de réaliser, ce qu'elle souhaite réaliser et bien comprendre où est-ce que cette coopération-là va atteindre ses limites, où est-ce qu'il va y avoir des blocages. Et parce que l'économie de la fonctionnalité, c'est un marché qui se travaille tout au long de sa réalisation. Et donc, c'est là où il peut y avoir certaines difficultés qu'il faut pas négliger. Et puis, bien évidemment, le marché, il doit être appréhendé en termes de coût global
c'est-à-dire bien réfléchir au coût sur toute la durée de vie, que ce soit sur l'achat, l'usage, la fin de vie, même la valeur créée du produit. Il va bien falloir calculer quel va être le coût global de ce marché par rapport à un marché classique où on va peut-être avoir plus de facilité à calculer le coût, l'achat au point, etc. Là, il y a un coût global général qui correspond à plein de données qui sont un peu différentes et qui ne sont pas forcément faciles à appréhender tout de suite. Et pour ça, vous avez un certain nombre de marchés qui sont possibles et qui vont vous permettre d'adapter le besoin et l'offre. Voilà, la vente de performance, la location, le prêt, le contrat de conception, etc. Vous avez un certain nombre de types de marchés qui vont vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez faire. Voilà. Bien évidemment, je vous l'ai dit, je vous le répète, il faut suivre le marché tout au long de sa réalisation, donc à la fois désigner une équipe de suivi du marché avec pas forcément uniquement les agents en charge des achats publics, mais aussi les agents des services et les parties prenantes au sens large du terme pour que ce marché soit le plus opérationnel possible. Vous allez, ça se fait d'ailleurs pas que en économie de la fonctionnalité, définir des indicateurs de bon déroulement du marché pour voir voilà, comment est-ce que je vais pouvoir voir s'il marche de manière très concrète. Bien évidemment, organiser des rencontres régulières avec le prestataire pour lisser un petit peu la communication et toujours en lien avec cette question des indicateurs. Et pour vraiment compléter ce suivi et qu'il y ait des traces écrites, il faut essayer d'utiliser un système d'évaluation des engagements pour que ça nous serve à la fois sur ce marché, mais que ça passe aussi Flores sur d'autres marchés. Que ce soit les nôtres ou ceux de collectivités à qui on aura partagé nos bonnes pratiques. Et justement, ça, c'est la dernière étape. C'est la question de la capitalisation autour de cette expérience. C'est un cercle vertueux, hein. On va avoir plus le soutien de nos élus et de notre hiérarchie pour d'autres marchés si certains marchés ont bien fonctionné. Et c'est pour ça, en matière de communication interne, il faut, une fois qu'on aura voilà, bien réussi toutes ces étapes, capitaliser là-dessus, présenter ce marché et ce changement d'habitude, ce changement de paradigme à la fois aux élus, à la fois aux utilisateurs, hein, parce que c'est aussi un objet de valorisation politique, mine de rien, et c'est aussi comme ça que ça marche. Et donc, il y a une communication à faire qui sera à la fois en interne auprès des services et des élus, mais aussi auprès des utilisateurs pour leur dire que la collectivité travaille pour l'avenir et pour la planète. Euh, Bien évidemment, valoriser aussi ces enseignements dans un document de cadrage. Je vous en parlais tout à l'heure, mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre de retours d'expérience. Et puis, une fois que vous avez parfaitement réussi toutes ces étapes et sauté tous les obstacles qui s'étaient mis sur votre chemin, il faut partager ces bonnes pratiques entre collectivités, aussi avec les professionnels des achats et venir participer, par exemple, à un atelier du programme achat circulaire pour nous présenter ces marchés-là qui seront, je n'en doute pas, vertueux et qui correspondront très bien aux différentes attentes. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur l'économie de la fonctionnalité, vaste sujet dans les marchés publics. Alors je pense qu'on a un peu le temps pour prendre des questions, puis peut-être Eva, après je te laisserai présenter la suite des travaux. Oui, tout à fait. Merci Hugo et merci pour cette petite promotion du programme achat. Effectivement, on est toujours très preneur de vos retours si vous avez des marchés exemplaires.
C'est toujours très intéressant et très enrichissant pour tout le monde. Il me semble qu'il y avait des questions plus sur de la méthodologie. Il y a la notion de coût global que tu as abordé effectivement, qui peut être un appui pour intégrer cette logique d'économie de la fonctionnalité. Est-ce que parmi les ressources que tu as présentées ou parmi d'autres ressources, est-ce que tu aurais en tête des outils qui pourraient appuyer les acheteurs sur cette notion de coût global? Peut-être que le guide dont tu as parlé sur intégrer l'économie de la fonctionnalité dans les marchés publics en fait mention. Oui, c'est ça. En fait, on part de rien pour calculer le coût global. Je ne vais Mhm. pas vous mentir, il y a assez peu de méthodes standardisées, des procédés qui existent. En revanche, notamment sur ce guide de l'ADEME, parce que l'ADEME travaille dessus depuis un certain temps, vous allez pouvoir trouver pour différents types de marchés des tableaux d'analyse qui vont vous permettre d'aller objectiver le coût du marché, son coût global à travers, voilà, comme je vous l'ai dit, toutes les étapes du cycle de vie, de la vente à l'usage en passant par la fin de vie, etc. Et ça, j'en ai trouvé que dans ce document-là. C'est vrai que sinon, on n'a pas encore suffisamment de masse critique, si j'ose dire, en termes de marché pour pouvoir vous dire, voilà, le coût global, il se calcule comme ça. Bon, généralement, on arrive quand même à avoir une idée du coût global assez vite sur des marchés qui vont être des petits marchés. Par contre, en effet, sur des marchés plus ambitieux, là, il faudra sans doute travailler un peu plus. Très bien, merci. On avait une question également sur le titulaire du marché, la société qui a travaillé avec la ville de Grenoble. Est-ce que tu aurais, à minima, le Ah, nom de la société? je suis vraiment désolé. Il est possible que je l'ai su à un moment donné, mais que ce soit complètement sorti de ma tête. Mais n'hésitez pas à taper sur Google marché de la Halle Clémenceau à Grenoble et vous aurez toutes les informations sur ce marché-là, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité autour de ça. Et j'avoue que je n'ai plus du tout le nom. Je suis désolé, vraiment. On trouvera ça sur Google. Super. Je crois que c'était tout sur les questions du chat. Merci beaucoup, Hugo. On va pouvoir conclure ce webinaire et je vais vous présenter les prochaines étapes. On se retrouve assez rapidement le 23 avril puisqu'on organise un webinaire sur le nouveau décret d'application de l'article 58 de la loi AGEC que vous n'avez pas manqué, j'en suis certaine. On décryptera un petit peu les enjeux de ce nouveau décret d'application, les nouveautés, etc. Et puis, on aura le plaisir de pouvoir échanger avec Marlene Weber du Commissariat général au développement durable, qui nous éclairera un petit peu sur l'historique de ce décret, euh, voir comment on en est arrivé là concrètement. Et puis le 14 mai, nous aurons le retour d'une session sur une thématique d'achat où on fera cette fois-ci un webinaire unique. Contrairement aux précédentes sessions, on avait toujours 2 temps sur chaque thématique. Cette fois-ci, on aura un webinaire d'1 heure et demie où on présentera à la fois la méthodologie et les enjeux circulaires et solidaires autour de cette thématique du déménagement. Et puis, dans un second temps, une présentation de retour d'expérience et la présentation de quelques portraits d'acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire. Pour vous inscrire au programme achat, pardon, je veux bien juste la slide Excuse-moi. suivante. Il y a toujours le lien que je vous posterai dans le chat juste après. Si ça n'est pas encore le cas, parce que je sais que j'ai transféré un certain nombre d'invitations récemment, donc n'hésitez pas à vous inscrire directement dans le formulaire, comme ça vous recevez toutes nos communications. Euh, et puis, pour les communes et les territoires de la métropole, vous avez dû recevoir mes précédents mails, mais je vous rappelle que vous êtes toujours éligible à nos dispositifs d'accompagnement un peu plus individuels. On peut vous appuyer, Stéphanie Morisset et moi-même, sur la revue de vos prévisionnels marché 2024, c'est-à-dire qu'on prend ensemble un temps de travail d'1 h 30 où on va venir analyser votre programmation achat 2024.
voire plus loin si vous l'avez, et identifier les marchés qui seraient les plus propices à l'intégration de l'économie circulaire et solidaire. Et donc pour ça, vous pouvez me contacter directement par mail ou réserver directement un créneau sur notre agenda commun via Bookings. Je vous enverrai également le lien dans le chat. Et voilà. En ce qui concerne les supports, le support de ce webinaire et la rediffusion, vous le recevrez, a priori par mail, dans les jours à venir et puis, très prochainement, vous retrouverez tous les contenus, du programme achat sur notre, portail grandpariscirculaire.org, qui va reprendre du service. Voilà, c'est le portail de l'économie, solidaire et circulaire de la métropole du Grand Paris et on a une communauté achat qui va voilà, revivre. Je vous inviterai par mail à vous y inscrire, dès que tout sera, prêt. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.